poser la question qui tue maintenant, Peggy Boucher. Est-ce qu'on peut faire la lumière de la question qui tue? Ah. Sexuellement, ça se passait comment sur ce bateau? C'est difficile, hein. Sérieusement. Ça vous a manqué? Non, je crois que quand on fait beaucoup d'efforts comme ça, et puis non, on n'y pense pas trop. Non, c'est pas une partie de rigolade, quoi, hein, la traversée Atlantique à la rame. Donc c'est, qu'à de le dire, c'est de la galère tous les jours, c'est des peurs, c'est des souffrances. Et bon, avec tout ça, on n'a pas le temps de passer au reste. Ouais. On remet la lumière. Ça me rappelle les bons souvenirs. Oui, bien sûr. Alors, c'est tout ce que vous avez trouvé. ouais, c'est pour vous rappeler des bons souvenirs, Christine de Liégeancourt. Alors, regardez-moi, Christine. Je vous vois pas. Mais moi, je vous vois. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, qui c'est ski, alors? Alors, le pognon, là, il est où, sérieux? Alors aujourd'hui, il est dans une banque en Suisse, gardée par la justice suisse. Dites, je le jure. Je le jure. Ok, on rallume. Est-ce que vous aviez eu à choisir donc entre d'une part vivre en Arabie Saoudite cloîtré avec vos enfants ou quitter l'Arabie Saoudite et vivre sans vos enfants? Est-ce que des fois vous vous dites pas j'aurais mieux fait de rester en Arabie Saoudite parce que je serai toujours avec mes enfants? Je me dis ça tous les matins. Je me dis ça tous les matins et tous les matins quand je parle à mes enfants, je leur demande de me pardonner, d'avoir décidé de partir parce que je ne pouvais plus être une bonne mère où je pensais qu'à la fin je vais devenir une mère folle. Et, mais je sais aujourd'hui, ma force de résistance était telle que j'aurais pu rester. Et d'ailleurs mon fils aîné me dit jusqu'à présent, maman, tu es partie trop tôt. Bienvenue à Disneyland. Non, est-ce que vous avez jamais regretté cette opération? Jamais, jamais. Justement, non, je suis très heureuse. Et pour rien au monde, je me souviens quand je suis rentrée à la clinique, je me suis dit, mais t'es sûre, qu'est-ce que c'est en train de faire? Parce qu'il fallait vraiment faire confiance, cette fois-ci, au médecin. Parce que le fait que je fasse un métier public, et bon, c'était assez dangereux quand même. Et j'ai eu la foi, comme je l'ai souvent dans ma vie, et je me suis dit, j'y vais. Je pense que c'est quelque chose de bien pour moi. Très bien, on rallume. Bravo. Non, c'est vrai. Alors répondez-moi. Il se trouve qu'à l'époque, mon père était donc ministre de la Jeunesse et des Sports. Et dans le cadre donc de son action, il devait venir sur le campus de Nanterre, où moi j'étais étudiante, pour inaugurer la piscine de Nanterre. Et à l'époque, donc, il y avait comme une sorte d'effervescence qui commençait sur le campus. C'était en janvier, et les événements allaient se passer en mai. Et donc, à l'époque, c'était pas plus d'une quarantaine à peu près d'étudiants, mais qui commençaient quand même à faire un peu de grabuge. Et à leur tête, il y avait un homme, un garçon, donc, qui s'appelait Daniel Cohn-Bendit. Et lorsque mon père est arrivé pour inaugurer, la trentaine d'étudiants l'attendaient. Et à ce moment-là, ils ont commencé à dire à mon père qu'est-ce que vous faites, vous, pour les problèmes sexuels des jeunes étudiants? Et mon père leur a répondu je viens inaugurer des piscines. Et puis toi, qui m'as posé la question, si tu as un problème sexuel, plonge donc la tête la première, tu verras, ça résout déjà pas mal de choses. Et puis, à l'époque, donc, comme mon père était ministre, il était suivi par pléthore de personnes, dont un préfet de police. Et le préfet de police, trouvant que ce jeune homme s'était mal adressé à mon père, a demandé, comme il était de nationalité étrangère, qu'il soit expulsé. Et mon père a dit à ce moment-là, non, je suis désolé, si on doit expulser quelqu'un, on l'expulse pour des raisons valables, mais c'est tout de même pas parce qu'il m'a posé cette question-là qu'il doit être expulsé du territoire français. Ce qui me paraît d'ailleurs très normal et sensé comme réponse. Et puis les événements sont arrivés, de 68, et là, vous savez, les gens ont commencé à perdre la boule, on ne savait plus très bien où on en était. Surtout de Gaulle. Et il y a des journaux, notamment un journal qui heureusement n'existe plus aujourd'hui et qui était ordurier, et qui a commencé à dire il semble que, il paraît que, on croit que, mais qui n'affirmait jamais.
ce garçon qui s'appelle Cohn-Bendit n'a pas été expulsé de France parce qu'il a été protégé par le ministre, parce qu'il avait une affaire, etc. Or, je n'ai jamais rencontré Cohn-Bendit, qu'il l'a d'ailleurs écrit lui-même dans un bouquin, je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je le vois dans la rue, eh bien moi je le reconnaîtrais parce que je sais la tête qu'il a, je le vois à des émissions de télé, etc. Mais lui est, je crois, incapable de dire quelle est la couleur de mes yeux. Et je finis d'ailleurs par le regretter, parce que je me dis que tant qu'à faire qu'on vous prête une histoire, autant connaître vraiment la personne avec laquelle, justement, vous êtes Très bien, on rallume la lumière, merci. Laurent Gérard. Non, sérieux, vous vous marierez jamais? Non, je pense pas, non. Ah oui, c'est un principe, parce que vous êtes jeune encore. Non, c'est pas un principe, ça représente rien pour moi. Alors on me dit, oui, mais pour faire plaisir à la femme qu'on aime. Si Mathilde vous le demande. Bah oui, mais je lui ferai plaisir, mais je me ferai pas plaisir à moi. Donc il y en aura un qui sera lésé dans les deux. Donc ce que je dis, l'amour, c'est regarder la télévision dans le même sens. Donc c'est définitif? Bah ouais, je crois, ouais. Je crois, ouais. Bon, on rallume, Serge. C'est très sérieux, alors. Et ça la fait, enfin, je sais pas, ça la rend pas triste, Mathilde? Si, mais enfin bon, elle me connaît. Mathilde Seigné. Bien. Elle est pas alors... là. Je sais qu'elle n'est pas là quand même. Bien alors, vous êtes... En fait, il regarde quand même, il se dit, on ne sait jamais. Hein. En fait, vous êtes, Gérard, c'est d'origine piémontaise, en fait, transfrontalier, transalpin, disons. Ouais. Et on comprend mieux votre personnage quand on sait ça, en fait. Parce que vous avez un côté commedia dell'arte. Oh, c'est gentil. Et d'ailleurs, votre premier rôle à Lyon, c'était Damis dans une pièce, vous étiez un valet de comédie, quoi. Hein. Oui, c'était le Tartuffe, ouais. Et donc, vous avez ce côté commedia dell'arte et de trouver comme ça des gimmicks, des phrases clés, en fait, on disait. Ouais, c'est ça, en fait, le gimmick, ça installe toujours un personnage. Ouais. Ça le situe immédiatement. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ça, ouais. Et c'est ça, maintenant que j'ai compris ça, je vous comprends mieux. Est, hein. Ça y est, je commence à comprendre le personnage. Gilbert Collard. Salut, ça va? Collard. Est-ce que quand vous dites Gilbert Collard, quand vous dites... Quand vous dites Gilbert Collard, quand vous dites... Je vois plus rien. On ne m'aime pas et je le sais. Est-ce que finalement votre problème dans la vie, ça serait pas d'être aimé, tout simplement? Mais je crois que le problème de tous les êtres humains, c'est de n'être pas assez aimé, oui. Ouais. Oui, je le confesse volontiers, oui. Donc c'est pour ça que vous êtes comme ça? Peut-être, oui, peut-être. Vous êtes sincère, là? Tout à fait. Ouais. Vous dites la vérité, là? Oui. On rallume. Serge. Patrick Poivre d'Arvor. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'à votre place, aux USA, le présentateur du journal télévisé aurait déjà démissionné? Moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné, mes patrons n'ont pas voulu que je parte, mais j'ai proposé ma démission. J'ai payé. Ma rédemption, je pense l'avoir connue dans les deux affaires auxquelles vous avez fait allusion. Et puis voilà, et je pense que les gens qui ont payé, bah, ils ont le droit à une nouvelle chance. Et donc ça ne me paraît pas absurde. Très bien, on rallume. Merci. Alors c'est la question qui tue, Francis Huster, et pas la question qui fâche, comme disent certains copieurs. C'est au sujet de J'adore la vie. Christiana vous a dit quoi, franchement? Elle vous a dit, quand elle a vu le spectacle, elle vous a dit quoi? Bon, j'étais complètement con, elle l'avait vu en festival, elle avait trouvé ça formidable. Comme un crétin, j'ai fait 3 erreurs. Le soir de la Générale, il y avait un micro, avec une réverbération dans la salle, c'était épouvantable, on avait l'impression que je parlais devant, derrière. En plus, elle m'avait dit de me méfier de tous les sketchs de paysans, j'en ai 3 ou 4. Oui, c'est vrai que vous patoisez pas mal. Hein. Oui, je jouais de catéglio et voilà, des trucs comme ça. Alors voilà, au bout de 2, on en a marre. Ouais. Et puis la 3e chose, c'est qu'effectivement, j'aurais peut-être dû commencer la trilogie avec La Peste au lieu du Mirbeau. Mais par contre, elle a trouvé que j'avais des couilles d'arrêter. Ouais, mais elle n'était pas très chaude pour le spectacle. Ah non, non, non. Elle le trouvait très très bien. Elle trouvait que c'était de la folie. C'était trop risqué. Donc elle vous aime. On rallume. Christiana Reali aime Francis Huster. Bien. Et elle, par contre, elle fait un succès. Ah oui, avec La chatte sur un toit brûlant, c'est énorme. Magnifique. C'est énorme. Magnifique distribution, tout. Ben on l'attend d'ailleurs, vous pouvez lui dire, hein, Christiana, on vous attend. Il paraît qu'elle a un petit peu peur de moi, alors je vous le dis, Christiana, je suis un mec vachement sympa. Ivana Trump, question importante. Si demain matin, Donald Trump revenait vers vous,
et vous proposez de reprendre la vie de famille avec vos enfants. Il dit on oublie tout, on se remet ensemble tous et on reprend une vie normale. Tu me pardonnes, excuse-moi. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous lui diriez oui ou non? In this stage, I would say no. À ce stade, je dirais non, et j'en suis vraiment convaincue. D'abord parce que je suis amoureuse d'un autre homme, et puis il y a eu tellement de mal qui a été fait. Bon, bien sûr, j'ai surmonté, et maintenant les enfants ont réussi à atteindre un stade de paix paisible, et moi je veux continuer avec ma vie. Et puis Donald a des intérêts qui sont différents. Moi, j'ai des intérêts différents. Je passe beaucoup de temps en Europe, je jouis de ma vie, je fais des choses différentes, et lui, il continue à travailler, à fabriquer ses milliards, et c'est pas fait pour moi. Ce n'est plus fait pour moi. No hope. Aucun espoir, on rallume. Vous portez un nom juif, même si votre père est juif et votre mère l'est pas. En tant que juif, portant un patronyme juif, vous retrouvez à Occident, ça vous a jamais embêté? Et moi, sincèrement, ça a duré 2-3 ans. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment de ce genre dans ce mouvement politique. Et d'ailleurs, aucun des membres de cette association d'étudiants qui ont fait de la politique par la suite ne s'est par exemple retrouvé au Front National. Vous avez cité des noms tout à l'heure, il y en a d'autres. Ils sont tous dans des formations politiques de la droite républicaine. Aucun n'est allé au Front National et moi je n'ai jamais, à cette époque, ressenti le moindre racisme. D'abord, c'était pas du tout le sujet à l'époque. C'était effectivement le communisme, la guerre du Vietnam, les événements de mai 68. Donc c'était pas du tout le sujet. Et je n'ai jamais ressenti cela. D'ailleurs, si je l'avais ressenti, évidemment, j'aurais pas pu y rester. Non, c'est pas ça. C'était pas ça du tout, l'Occident. C'était vraiment un mouvement d'étudiants qui se défendaient dans un univers pas très simple. Ok. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce problème. Terrible. Alors, Alain Minc, est-ce que, en vous voyant être devenu le chantre du capital, est-ce que vous ne croyez pas que votre père... Vous savez, c'est un ancien communiste. Hein. Ils ont fait aussi beaucoup de chemin. Alors, j'ai poursuivi le chemin qu'il avait entamé, si je puis dire. Et vous êtes allé très loin, parce que quand même, lui, il peut être communiste et avoir été déçu par le stalinisme, il peut avoir été déçu par Budapest, il peut avoir été déçu par beaucoup de choses comme ça. Mais malgré tout, il a un idéal au départ, qui est un idéal communiste. Le fait que son fils soit devenu le chantre du nouveau capitalisme, ça l'empêche pas de dormir? Non, mais vous voyez, quand on dit libéral de gauche, c'est assez utile, parce que j'espère que lui comprend gauche et que les gens avec lesquels je travaille comprennent libéral. Ouais. Très bien, on rallume. Gérard Debré, vous savez que Jacques Chirac est malade. C'est pour ça qu'il a grossi dernièrement. C'est pour ça qu'après les vacances, tout le monde l'a trouvé un petit peu enflé du visage. Vous apprenez donc qu'il est cancéreux, qu'il prend de la cortisone comme le président Pompidou, que ce traitement occasionne un comportement encore pire que celui qu'il a en ce moment. Non. Vous faites quoi? Ah, rien. Je voterai pas pour lui la prochaine fois. Mais vous le dites pas? Mais non. On rallume. Bon alors, Paul Baril, maintenant, sérieusement, est-ce que vous avez une micro-preuve que Jean-Pierre Méry aurait pu être assassiné? Ou est-ce que c'est une... Vous dites, il aurait pu être assassiné, ou est-ce que vous avez un début de quelque chose? Vous savez, on n'a pas besoin forcément d'une preuve. La preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu de la propre personne. Mais on a des indices graves et concordants. Et vous savez, dans le système judiciaire français, par exemple les assises, il n'y a pas besoin de preuves. Il suffit que les gens soient convaincus. Il suffit que les personnes qui sont derrière, qui vont juger, il suffit qu'il y ait assez d'éléments pour qu'ils soient convaincus et qu'ils donnent 20 ans de prison à la personne qu'ils ont à juger. On rallume. Jean-Claude Guessot, donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous vivez une aventure personnelle, que vous vivez votre conte de fées, et que finalement, vous avez un petit peu oublié que vous avez été ouvrier, que vous avez été de l'autre côté? Non. Je n'ai rien oublié, et je peux vous dire que quand on a été non seulement pauvre, comme je l'ai été, mais un militant pour la justice, un militant contre les privilèges, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas simplement de la fortune, mais aussi du pouvoir et du savoir, eh bien ça ne s'oublie pas. Et quand il vous arrive cet aspect exceptionnel de vous retrouver ministre, ben, vous essayez à ce moment-là, à votre petite échelle, de continuer à ne pas oublier ce que vous avez été, ce que sont des millions et des millions d'hommes. Merci, on rallume, merci beaucoup.
Henri d'Orléans, croyez-vous, après avoir entendu tout ça, que la famille d'Orléans puisse encore régner sur la France? Ça ne dépend que des Français. On rallume. Alors, Jean-Yann, vous avez voulu faire de la radio, vous avez voulu faire de la télé, vous avez voulu réaliser des films, vous avez voulu faire des affaires, vous avez une société de tournage de films français aux États-Unis et de films américains en France, vous avez voulu faire de la décoration d'hôtels. Mais si vous aviez choisi d'être que acteur, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui vous seriez un des premiers acteurs du monde? Je ne pouvais pas être seulement acteur parce que c'est pas moi qui ai choisi d'être acteur. C'était pas mon truc, moi. Je voulais faire partie du spectacle et surtout je voulais écrire des choses. Quand des fois on me demande, on me dit mais qu'est-ce que vous regrettez le plus? Je dis je regrette simplement que pendant des années on ne m'ait pas demandé d'écrire des dialogues parce que j'étais persuadé que je serais un bon dialoguiste. Vous auriez pu être Michel Audiard, ça. c'est sûr. Voilà. Oui. Et Audiard me le disait, d'ailleurs. Il disait tu devrais écrire des dialogues, mais les gens ne voulaient pas. Mais je dis ça sans aigreur, puisque j'ai fait d'autres choses plus lucratives. Mais pour moi, acteur, c'est pas le truc, évidemment, qui me passionne le plus. Et si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Si c'était à refaire, je referais la même chose dans les grandes lignes, c'est-à-dire que mais par exemple, je ferais beaucoup plus de choses dans la décoration ou beaucoup plus de choses dans l'urbanisme ou beaucoup plus de choses dans des choses comme ça. Dans la musique. Pas trop dans la musique, je suis pas assez bien, je suis pas assez bon. J'aurais adoré travailler avec des urbanistes, j'aurais aimé faire partie du projet Brasilia. Tout sauf acteur, quoi. Non, pas tout sauf acteur, mais on est toujours acteur de quelque chose dans une société qui vous entoure. On rallume. Alors Arnaud Montebourg, est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez quand même plus crédible si vous vous occupiez parallèlement des affaires de la MNEF, et pas seulement de Chirac, mais aussi de M. Le Guen, de M. Cambadélis, de M. Dominique Strauss-Kahn? Ah bah, et conscience. Je vais vous dire. Non, sérieusement. Je vais vous dire que le Parti socialiste s'en est occupé et a empêché toute candidature de ceux-là, et que par ailleurs, le Parti socialiste avait demandé à l'époque le départ d'un certain nombre de ceux qui étaient mis en difficulté. Donc je suis heureux de voir que mon parti fait un effort dans ce sens. Vous pensez que le Parti socialiste n'a pas besoin d'Arnaud Montebourg? C'est seulement le RPR qui en a besoin? Ça, je ne sais pas. C'est une question différente et compliquée. Bien, on rallume. Jean-Marie Messier, question simple. Quoi que vous disiez, est-ce que vous pensez sérieusement qu'Alain de Greff est encore l'homme de la situation en tant que directeur des programmes de Canal+? Ce que je crois, c'est que Alain de Greff est un homme de programme remarquable, pas seulement d'ailleurs pour les programmes de Canal+, mais pour l'ensemble des chaînes thématiques et des différentes offres de Canal. C'est votre ambition pour lui? C'est pas mon ambition pour lui, c'est le choix qu'il doit faire. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on entend beaucoup de critiques sur NPA en disant mais c'est dépassé, ça a changé, etc. Il faut, d'abord, moi je suis pas un nostalgique. Gildas de Caunes, c'était génial. Dijon, c'est pas mal du tout. Et il y a un truc qui est simple. Canal, ça a toujours été à la pointe de l'innovation. On le doit à De Greff, et De Greff a encore énormément de choses à apporter à Canal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Jean Glavany, c'est très simple. On se souvient, n'en profite pas Laurent parce qu'il fait nuit, on se souvient du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière franco-allemande. Alors concernant l'affaire de la vache folle, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on ne sait pas, nous, Français? Oui. Oui. Non mais on ne les sait pas parce que vous nous les cachez, on ne les sait pas parce que vous ne les savez pas non plus. On ne les sait pas parce que je ne les sais pas non plus. Et je ne ne les sais pas parce que les scientifiques ne le savent pas non plus. Il n'y a pas des choses que vous savez aujourd'hui sur des choses graves et que vous vous dites qu'il ne faut mieux pas le dire aux gens parce que ça va être la psychose nationale. Non, rien. C'est sûr. Certain. Donc vous dites, il n'y a rien français que vous ne sachiez pas sur cette affaire? Non, vraiment, franchement rien. Très bien, on va lui. Alors, Éric Cantona, cette décision de ne pas vous faire jouer
en équipe de France en 98, qui n'avait pas été du tout comprise par les Français, parce que tout le monde attendait évidemment que vous soyez dans l'équipe de France. Est-ce que vous en voulez à Aimé Jacquet? Est-ce que vous avez de la haine? Parce que finalement, votre rêve s'est envolé ce jour-là. Non, à un moment donné, j'ai eu de la haine, bien sûr. J'ai pas de la haine, mais bon, oui, j'aurais préféré jouer, mais aujourd'hui, non, je suis loin de tout ça. J'ai plus du tout, non, j'ai rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est très bien. Peut-être que si j'avais joué, ça ne serait pas passé comme ça. Ou peut-être que si j'avais joué, ça serait passé comme ça. Ou peut-être que ça, on ne le saura jamais. Et puis, c'est bien que ça se soit passé comme ça. Tout le monde. Vous n'avez pas le sentiment d'être orphelin de cette victoire, d'une certaine façon? Non, non. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Des grandes joies et des grandes déceptions. Et ça fait partie des grandes déceptions. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qui nous font avancer. On rallume. Donc ce que vous dites, Monseigneur Di Falco, ce soir, c'est que un catholique peut très bien utiliser un préservatif, et tout le monde peut utiliser des préservatifs, c'est pas condamné par le Vatican. À partir du moment où vous ne parvenez pas à vivre l'idéal de fidélité, par exemple, et que vous avez des relations sexuelles, eh bien, on ne peut pas prendre le risque d'être soit criminel, soit suicidaire. Il faut utiliser le préservatif. Je crois que c'est une question de bon sens. Non mais attendez, ça c'est la position de Monseigneur Di Falco qui est à Paris, c'est la position, ou la position du pape? C'est la position, explique-les de façon claire, de l'Église. Bien, on rallume. Donc Hervé Bourges, pour quelle raison le CSA a accordé à TF1, qui est déjà riche à milliards, 2 minutes de plus de pub par heure? Pour quelle raison? Écoutez, la décision qui a été prise à l'époque est une décision juridique, parce que c'était le droit commun, c'est tout. Voilà. Et pour quelle raison faire ce cadeau à TF1? Ça, je comprends pas. Non, mais le cadeau, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Quand on donne à une chaîne commerciale 2 minutes de plus de pub, c'est un cadeau qu'on lui fait quand même. D'accord, oui. Bon, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, on rallume. Si, par rapport au... Non. Alors, je vais vous poser maintenant une dernière question. Est-ce que vous éteignez la lumière chez vous? Une question simple. Gilles Ménage, question très simple. Vous êtes au service de l'État, vous avez fait l'ENA, vous avez été dans des cabinets préfectoraux. Est-ce que finalement, maintenant avec le recul, puisque vous publiez des livres pour en parler, est-ce que vous regrettez pas? Est-ce que vous n'avez pas un peu honte d'avoir fait tout ça finalement? Non, moi je n'ai pas honte. Vous n'avez pas honte? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je ne les qualifie pas comme vous les qualifiez. Et ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'une décision a été prise, j'ai toujours fait un papier écrit, j'ai toujours demandé des instructions, j'ai suivi les instructions. Je ne pense vraiment pas avoir franchi la ligne jaune. Enfin, je veux pas vous charger, mais enfin, Papon aussi, il dit, moi, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Quand on est fonctionnaire, quand on est fonctionnaire, on peut dire, j'obéis aux ordres. Oui. Sauf qu'à des fois, il faut savoir désobéir. C'est ce que tout le monde a dit à Papon, d'ailleurs. Vous auriez dû désobéir. On n'était pas du tout dans cette configuration. Là, je vous permets pas. La situation était moins grave. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fond de ma réponse. Un fonctionnaire, si vous voulez, ne peut pas prendre l'initiative, en tout cas moi c'est ma philosophie, sans être totalement en harmonie avec le pouvoir politique. Or il se trouve que dans ce pays, un tas d'hommes politiques, parce que ça les arrange, parce qu'ils ont des soucis de carrière, sont parfois amnésiques, parfois renégats, et ça devient un peu facile de dire, bah voilà, nous on n'était pas au courant, on ne savait pas. Vous êtes un peu le lampiste alors, vous dites? Non, moi j'ai pas. Après tout, je trouve que j'ai eu beaucoup de satisfaction à faire ce métier. Il y a depuis quelques années, c'est vrai, beaucoup d'inconvénients. Je pense que dans la vie, il faut savoir accepter les inconvénients de cet avantage. Bien, on rallume. Merci.